Lors de l'audience pour la garde chez mon ex, il a dit « Elle est inapte, même sa propre famille l'a abandonnée ». Son avocat a acquiescé. Je ne pouvais pas parler. Mais ensuite ma fille s'est levée et a dit « Je voudrais lire mon journal, la partie qui raconte ce que papa fait quand personne ne regarde ». Même le juge avait l'air secoué. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. J'étais assise dans cette salle d'audience, les mains jointes sur mes genoux, le cœur battant comme un tambour dans ma gorge. Lorsque Tran s'est levé, il a ajusté sa cravate comme s'il passait un entretien d'embauche, et non comme s'il se battait pour la garde de notre fille. Il ne m'a même pas regardé. Il a regardé le juge droit dans les yeux et a déclaré « Votre honneur, elle est inapte ». Il a ajouté que même ma propre famille m'avait abandonné. Son avocat, Maître Kaloun, a hoché la tête comme s'il s'agissait d'un fait établi, comme s'ils avaient répété cette scène autour d'un café le matin même. Je suis restée assise là, trop stupéfaite pour bouger. J'avais l'estomac noué. Je sentais chaque regard dans la salle d'audience peser sur ma peau comme des fers rouges. Ma poitrine s'est serrée. Je pouvais à peine respirer. Inapte, abandonné. Ce n'était pas seulement un mensonge. C'était une arme. Et il la maniait comme il l'avait toujours fait, avec calme, contrôle et calcul. Je voulais parler. Je voulais hurler que c'était à cause de lui que j'avais perdu contact avec ma famille. Qu'il avait passé des années à me convaincre petit à petit que j'étais le problème, que ma mère avait cessé d'appeler après qu'il lui eut dit que j'étais trop émotive et manipulatrice. Que j'avais été isolée, non pas parce que j'étais instable, mais parce qu'il avait fait en sorte que je le sois. Mais les mots ne sortaient pas. J'ai regardé ma fille, Mera, 8 ans, assise à côté de moi sur la grande chaise en bois, les jambes se balançant au-dessus du sol. Elle serrait son petit sac à dos violet comme si c'était la seule chose sûre dans la pièce. Ses cheveux étaient tressés. Elle triturait le bracelet en caoutchouc de sa montre, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle était nerveuse. Lorsque Tran a prononcé ces mots, lorsqu'il a déformé la vérité comme il l'avait toujours fait, elle s'est tournée et m'a regardé. Ses yeux étaient si calmes. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle semblait inébranlable. Et puis, sans demander, sans hésiter, elle s'est levée. Elle s'est levée dans cette salle d'audience silencieuse comme si elle avait tout à fait le droit de parler, même si elle était la plus jeune personne présente. Elle a fouillé dans son sac à dos et en a sorti son petit journal intime licorne, celui que je pensais qu'elle n'utilisait que pour dessiner des cœurs et griffonner des problèmes de mathématiques. « Votre honneur » a-t-elle dit, d'une voix petite mais claire. « J'aimerais lire quelque chose de mon carnet. » La salle est devenue si calme que je jure avoir pu entendre l'horloge tic-taquer au-dessus de la tête du juge. Le juge Whitmore s'est penché en avant, les sourcils levés. « Vas-y » a-t-il dit doucement. Mera a regardé Tran droit dans les yeux. Puis elle m'a regardé. Elle a ouvert le journal et a commencé à lire. Elle a lu ce qu'elle avait écrit sur les nuits où son père claquait les portes des placards de la cuisine quand il pensait que personne n'écoutait. Sur la fois où il avait crié sur notre chienne et lui avait donné un coup de pied si fort qu'elle avait boité pendant 3 jours. Sur les fois où il lui disait de ne pas me raconter certaines choses. Des choses comme la quantité d'alcool qu'il buvait ou les insultes qu'il me lançait quand je n'étais pas à la maison. Chaque mot sortait de sa bouche comme s'il attendait d'être entendu. Elle n'a pas bégayé. Elle n'a pas fait de pause. Elle a dit la vérité. Et au moment où elle a fini, même le juge Whitmore semblait ébranlé. C'est à ce moment-là que tout a changé. Pas quand Tran a menti, pas quand son avocat a hoché la tête, mais quand une petite fille de 8 ans, ma fille, s'est levée, a regardé la cour dans les yeux et a dit la vérité que personne d'autre n'avait osé dire à voix haute. Les gens pensent que partir est la partie la plus difficile. Ce n'est pas le cas. C'est ce qui vient après. Le silence, la culpabilité, les doutes. C'est la partie dont personne ne vous prévient. Quand j'ai quitté Tran, je n'avais rien. Pas d'argent, pas de travail, pas de soutien. J'ai fait 2 valises et j'ai porté Mera hors de la maison au milieu de la nuit. Elle portait encore son pyjama. Je ne m'étais même pas arrêté pour prendre son lapin en peluche préféré. J'avais juste besoin de la sortir de là. Je lui ai dit que nous partions à l'aventure. Elle m'a cru. Nous avons atterri dans un petit appartement de 2 chambres à la périphérie de Raleigh. Ce n'était rien de luxueux. Les murs étaient fins, la moquette était usée et le chauffage cliquetait bruyamment chaque fois qu'il se mettait en marche. Mais c'était chez nous. C'était calme. Pas de cris, pas d'assiettes brisées, pas de porte claquée assez fort pour faire trembler les fenêtres. J'avais 35 ans et je recommençais tout à zéro avec une enfant de 8 ans et 2 paniers à linge remplis de vêtements. La première semaine a été la plus dure.
Mera n'arrêtait pas de demander quand nous allions rentrer. Sa chambre lui manquait. Le chien lui manquait. Son père lui manquait. Je ne lui en voulais pas. Les enfants ne voient pas la manipulation. Ils ne reconnaissent pas la violence psychologique. Ils voient le parent qui lit des histoires le soir, pas l'homme qui utilise le silence comme une arme. J'essayais de maintenir une normalité. Je cuisinais des spaghettis sur la cuisinière avec une casserole empruntée. Je scotchais ses dessins sur le frigo. Je l'abordais chaque soir avec une lampe de poche sous les couvertures parce qu'elle avait peur des nouvelles ombres au plafond. Je me couchais chaque soir en me sentant comme un échec. Mais je souriais pour elle. Je le devais. Les gens de l'extérieur ne comprenaient pas. Ils ne comprennent jamais. Quand Tran a appelé ma mère pour lui dire que je l'avais quittée, elle l'a cru. Il lui a dit que j'avais fait une dépression nerveuse, que j'étais instable et paranoïaque, que j'entraînais Mera dans un chaos inutile. Et parce que j'avais pleuré auprès d'elle tant de fois auparavant, et que j'étais toujours retourné vers lui, cette fois, elle ne m'a pas cru. Elle a cessé d'appeler, cessé de répondre. J'avais l'impression de l'avoir perdue, elle aussi. C'est ce que Tran faisait le mieux. Il ne se contentait pas de m'isoler. Il faisait en sorte que je passe pour celle qui était instable. Il y avait des jours où je me remettais en question. J'accompagnais Mera à l'école et je me demandais si je n'avais pas réagi de manière excessive. Peut-être qu'il n'était pas si mauvais. Peut-être que Mera avait besoin de son père. Mais ensuite, je me souvenais de la façon dont son corps se raidissait chaque fois que son camion entrait dans l'allée. La façon dont elle tressaillait quand il haussait le ton. La fois où elle m'avait dit, sans lever les yeux de son livre de coloriage, qu'elle aimait quand papa partait travailler parce que la maison devenait plus douce. C'était le mot qu'elle avait utilisé, plus douce. J'avais commencé à suivre une thérapie discrètement. Je n'avais pas beaucoup de moyens, mais j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à rester stable. J'ai commencé à tout documenter. Chaque interaction, chaque message, chaque fois que Tran était en retard pour la récupérer ou renvoyait sa boîte à déjeuner intacte. Mon avocat m'avait dit que je devais monter un dossier. Mais la vérité, c'est que je construisais un bouclier, pas seulement pour le tribunal, mais pour moi-même, pour me rappeler que je n'étais pas folle. Puis la date du procès est arrivée. J'ai déposé Mera à l'école ce matin-là et je suis resté assise sur le parking pendant 30 minutes, juste à respirer. Je fixais le pare-brise et je pensais à tout ce que j'avais fait pour survivre. Pas seulement partir, mais rester saine d'esprit, garder Mera entière, l'empêcher de devenir l'ombre d'elle-même. Quand je suis allé la chercher cet après-midi-là, elle est montée dans la voiture et m'a tendu un dessin qu'elle avait fait en classe. C'étaient deux bonshommes allumettes se tenant la main sous un arbre. Elle les avait étiquetés « maman » et « moi ». Je lui ai demandé ce que représentait l'arbre et elle a répondu « c'est là où nous irons quand tout sera fini. Quelque part avec des arbres et sans cris. » J'ai souri et j'ai dit « ça a l'air parfait. » Mais à l'intérieur, j'étais terrifié. Je devais affronter Tran au tribunal le lendemain. Je devais m'asseoir devant un juge et convaincre le système que je n'étais pas brisé, que j'étais capable, que Mera était en sécurité avec moi. Et je savais ce que Tran allait faire. Il allait les charmer. Il allait mentir avec un visage impassible. Il le faisait toujours. Il était si doué pour ça. Même moi, je le croyais parfois. Mais je ne savais pas alors que Mera avait observé, qu'elle avait écrit, qu'elle avait vu plus que je n'aurais jamais imaginé, et qu'elle était sur le point de prouver que même une enfant de 8 ans pouvait dire la vérité plus fort que n'importe quel homme en costume ne le pourrait jamais. Le palais de justice sentait le carrelage froid et la sueur nerveuse. Je me suis assise sur le banc à l'extérieur de la salle d'audience avec Mera à côté de moi, balançant ses jambes et fredonnant doucement pour elle-même. Elle coloriait dans un livre que j'avais mis dans son sac, le même qu'elle apportait toujours pour se calmer chez le médecin. Je n'arrêtais pas de vérifier l'heure. Mes paumes étaient moites. Mon estomac refusait de se calmer. Quand ils ont finalement appelé nos noms, je me suis levé trop vite et j'ai failli perdre l'équilibre. Mera a attrapé ma main. Sa prise était ferme. Ses petits doigts enveloppaient les miens comme si c'était elle qui manquerait au sol et non l'inverse. J'ai serré sa main en retour. Je lui ai dit que tout irait bien. Je n'étais pas sûr d'y croire. À l'intérieur de la salle d'audience, on aurait dit une pièce de théâtre. Tran était assis de l'autre côté dans un costume bleu marine que je ne lui avais jamais vu, flanqué de son avocat, Maître Kaloun. Ils avaient tous les deux l'air si soignés, si calmes. Tran souriait même comme si nous étions tous là pour une simple formalité. Il a fait un signe de tête au juge comme s'ils étaient de vieux amis. Il ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Mon avocat s'est penché et a chuchoté, « Restez calme. Ils vont essayer de vous pousser à bout émotionnellement. »
Cela ne m'a pas surprise. Tran avait toujours 5 coups d'avance lorsqu'il s'agissait des apparences. Il savait comment paraître raisonnable même lorsqu'il disait quelque chose de cruel. Il déguisait ses abus en inquiétude. Sa cruauté portait un sourire. Ils ont commencé par lui. Tran a parlé de ma santé mentale, de la fois où j'étais allé en thérapie. De la fois où j'avais manqué la réunion parents-professeurs de Mera parce que je cumulais 2 emplois et que ma voiture était tombée en panne. Il a présenté tout cela comme de la négligence. Il s'est peint comme celui qui était stable, le père qui avait un jardin, un chien et un salaire régulier. Il a dit à la cour qu'il s'inquiétait pour le bien-être émotionnel de Mera dans un environnement instable. Puis sont venus les mots que je savais inévitables. Sa propre famille ne lui parle plus, a-t-il dit d'une voix calme et posée. Même sa mère a coupé les ponts. Cela devrait tout vous dire. Elle est inapte. Son avocat a hoché la tête comme s'il s'agissait d'une affaire entendue. Ils avaient répété cela. Ils jouaient leur rôle à la perfection. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine. J'ai agrippé le bord de mon siège. Je voulais parler, crier qu'absolument rien de tout cela n'était vrai, mais ma voix restait bloquée derrière tout ce que j'avais enfoui pendant des années. J'ai jeté un coup d'œil à Mera. Elle était immobile, son sac à dos sur ses genoux, la fermeture éclair légèrement ouverte. Mon avocat a demandé une suspension de séance pour que je puisse me reprendre avant de témoigner. Le juge a accepté. Dans le couloir, j'ai essayé de respirer, mais mon souffle était tremblant. Je me suis agenouillé devant Mera et j'ai remis une mèche de cheveux derrière son oreille. « Ça va ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. « Et toi ?» « J'essaie, ai-je dit. Mais c'est dur. » Elle m'a regardé un long moment, puis a fouillé dans son sac et a sorti son journal. Celui avec la licorne, celui que je pensais qu'elle n'utilisait que pour des gribouillages et des listes d'orthographe. « J'ai écrit des trucs, a-t-elle dit, au cas où il ne te croirait pas. » Je l'ai regardée, stupéfaite. « Quel genre de trucs ?» Elle a haussé les épaules comme si ce n'était pas grand-chose. Des choses dont je me souviens sur papa, quand il se met en colère. Je ne savais pas quoi dire. J'ai fixé ce petit carnet dans ses mains et j'ai senti mon cœur se briser. Pendant tout ce temps, je pensais lui avoir caché le pire. Je pensais l'avoir protégée de ce poids. Mais elle avait tout vu. De retour à l'intérieur, le juge m'a demandé si je voulais répondre aux affirmations de Tran. J'ai ouvert la bouche, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge à nouveau. C'est alors que Mera s'est levée. Elle n'a pas attendu la permission. Elle n'a pas hésité. Elle s'est juste levée en tenant son journal et a dit « Votre honneur, j'ai quelque chose que je veux lire. » Tout le monde s'est retourné. Le juge a semblé surpris, mais il ne l'a pas arrêté. « D'accord » a-t-il dit. « Vas-y, Mera. » Elle a ouvert le journal à 2 mains, a pris une inspiration et a commencé à parler. Je ne savais pas ce qui était écrit sur ces pages. Je ne savais pas ce qu'elle allait partager, mais j'ai senti l'atmosphère de la pièce changer. L'air semblait plus lourd, et je savais au fond de moi qu'il ne s'agissait plus de ce que Tran avait dit ou de ce que j'avais échoué à faire. Il s'agissait de ce que notre fille avait vécu, et elle était sur le point de leur faire voir à tous. Mera se tenait au centre de la salle d'audience, ses petites mains agrippant son journal comme une armure. Ses tresses tombaient sur ses épaules et son sac à dos pendait à l'un de ses bras. Sa voix était stable, douce, mais claire. La première partie date d'octobre, a-t-elle commencé. C'est quand papa a dit que je devenais trop proche de maman. Il m'a dit que je devrais toujours le choisir lui, quoi qu'il arrive. Mais je ne voulais pas choisir. Je voulais les deux. Personne n'a bougé. Elle a tourné une autre page. Celle-ci date du jour où il m'a obligé à jeter mes dessins pour l'anniversaire de maman. Il a dit qu'elle ne méritait rien de gentil et qu'elle oublierait probablement mon anniversaire de toute façon. Mais elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a jamais oublié. J'étais figé sur ma chaise, la bouche entr'ouverte, ne sachant pas si je devais pleurer ou la serrer dans mes bras. Je n'avais aucune idée qu'elle se souvenait de ces moments avec autant de détails. J'avais tellement essayé de la protéger, d'empêcher ma douleur de s'infiltrer dans son monde. Mais cela l'avait atteinte quand même. Elle a continué à lire, tournant chaque page comme si elle avait de l'importance, comme si chaque mot avait du poids. Une fois, il s'est fâché quand j'ai renversé du jus sur le canapé. Il m'a obligé à m'asseoir dans le placard noir pendant longtemps et m'a dit de ne pas le dire à maman. J'avais peur, mais je n'ai pas pleuré. Il a dit que pleurer, c'était pour les gens faibles. Maître Kaloun a remué sur son siège. Tran a croisé les bras, la mâchoire contractée. Le juge a levé la main, empêchant quiconque d'interrompre. « Laissez-la finir » a-t-il dit. Mera a tourné la dernière page.
C'est la plus importante, a-t-elle dit. Le mois dernier, papa a dit que maman n'était partie que parce qu'elle est folle. Mais j'ai vu maman pleurer dans la salle de bain quand elle pensait que je dormais. Et je ne pense pas que ce soit faux. Je pense que c'est courageux parce qu'elle a quand même préparé mon déjeuner, m'a aidé pour mes devoirs de maths et n'a jamais crié, même quand elle était fatiguée. Elle a regardé autour de la salle puis a croisé le regard du juge. Je me sens en sécurité avec maman, a-t-elle dit. Et je veux rester avec elle. Ma main s'est portée à ma poitrine. Je n'avais même pas réalisé que je retenais mon souffle jusqu'à ce moment-là. J'avais les larmes aux yeux, mais je les ai retenues en clignant des yeux, regardant ma fille se tenir dans une salle d'audience remplie d'adultes, disant sa vérité comme si elle l'avait fait 100 fois. Le juge Whitmore s'est penché en avant. « Mera, a-t-il dit doucement, est-ce que quelqu'un t'a dit d'écrire ceci ou t'a demandé de le lire ?» Elle a secoué la tête. « Non, je voulais juste que quelqu'un sache, juste au cas où. » Le juge l'a regardé un long moment avant d'acquiescer. « Merci. Tu peux retourner à ta place. » Elle est revenue vers moi tranquillement, s'est glissée sur sa chaise et s'est appuyée contre mon flanc. J'ai passé mon bras autour de ses épaules et je l'ai serrée contre moi, ne sachant pas si je la réconfortais ou si je me réconfortais moi-même. L'avocat de Tran s'est raclé la gorge. « Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, je crois que ceci est émotionnellement touchant, mais guère objectif. » Le juge Whitmore l'a regardé directement. « Maître Calhoun, je siège sur ce banc depuis 24 ans. J'ai entendu toutes les excuses, toutes les déclarations répétées, tous les parents qui prétendent que l'autre est inapte. Ce n'est pas une tactique. C'est une enfant qui dit la vérité sur son expérience, et je vais la prendre au sérieux. » Tran s'est penché vers son avocat, chuchotant quelque chose de vif et colérique, mais aucun d'eux ne pouvait défaire ce qui venait de se passer. Cela ne faisait pas partie de mon plan. Mera, se levant toute seule, utilisant sa voix dans une salle pleine de gens qu'elle ne connaissait pas. Ce n'était pas quelque chose pour lequel je l'avais préparée. Je voulais seulement la protéger. Je pensais que mon rôle était de la préserver de chaque partie de cette lutideuse. Mais elle n'avait pas besoin de protection. Elle avait besoin d'être entendue. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas saisi auparavant. Je ne défendais pas seulement ma capacité à l'élever. Je défendais son droit d'être en sécurité, d'être vue, de grandir sans peur. Et elle venait de montrer au juge exactement quel genre de mère j'étais sans que je dise un mot. C'est à ce moment-là que l'affaire a basculé. Pas grâce à une stratégie, pas grâce à des compétences juridiques, mais parce qu'une fillette de 8 ans s'est levée, a dit la vérité et a rappelé à tout le monde dans cette salle de quoi il retournait vraiment dans ce combat. La salle d'audience était silencieuse après que Mera se fût assise. Ses mots flottaient dans l'air comme de la fumée, tranchants, honnêtes, impossibles à ignorer. Je pouvais le sentir dans la façon dont les gens bougeaient sur leur siège, la façon dont le stylo du juge avait cessé de bouger, la façon dont Tran évitait soudainement de regarder dans ma direction. Quelque chose avait changé. Le juge Whitmore a pris un moment avant de parler. Il a ajusté ses lunettes et a baissé les yeux sur ses notes. Puis il m'a regardé. « Madame Ring, a-t-il dit. Avez-vous quelque chose à dire avant que je ne rende une décision temporaire ?» Je me suis levé lentement. Mes genoux tremblaient, mais pas ma voix. Je ne savais pas qu'elle allait faire ça, ai-je dit en désignant doucement Mera. Je ne lui ai pas demandé d'écrire quoi que ce soit. Je ne savais même pas qu'elle tenait un journal. J'ai essayé de la protéger de tout cela. Je voulais être le genre de mère qui la protège du chaos. Mais je ne pouvais pas lui cacher la vérité, peu importe mes efforts. J'ai regardé Mera. Elle était appuyée contre l'accoudoir en bois de la chaise, feuilletant le bord de son carnet, calme et concentrée comme si elle venait de lire un poème en classe. Je me suis retourné vers le juge. Elle n'est pas seulement ma fille, ai-je dit. Elle est ma raison de rester forte quand je voulais abandonner. Elle m'a vu survivre à quelque chose qui aurait dû me briser, et elle se tient toujours debout après tout ça. Le juge Whitmore a fait un petit signe de tête, puis s'est tourné vers Tran. « Monsieur Rain, souhaitez-vous répondre ?» Tran s'est levé. Son expression était tendue. Il a jeté un coup d'œil au juge, puis à Mera, et enfin à moi. J'avais déjà vu ce regard auparavant, lorsqu'il réalisait qu'il perdait le contrôle. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, a-t-il dit. Cela devient émotionnel. Les enfants ne comprennent pas toujours ce qu'ils voient. Mais, il a désigné Mera, mais a utilisé le mauvais prénom. Ce n'est qu'une gamine. Je suis sûr que sa mère a aidé à façonner cette histoire. » La tête de Mera s'est relevée brusquement. « Je m'appelle Mera, a-t-elle dit, pas fort, mais fermement. » Le juge a levé la main pour faire taire la salle à nouveau.
Cela suffira, monsieur Règne. Tran a serré la mâchoire mais n'a pas parlé. Le juge Whitmore a pris une inspiration. J'ai examiné les documents, entendu les déclarations, et maintenant j'ai écouté quelque chose qui, très honnêtement, a plus de poids que tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Les enfants ne savent pas toujours mentir de manière convaincante. Les adultes, si. Lorsqu'un enfant parle avec ce genre de détails et de conviction, cela mérite d'être pris au sérieux. Il a fait une pause, puis a regardé le greffier. J'accorde la garde exclusive temporaire à Madame Règne, avec effet immédiat. Monsieur Règne, tout droit de visite sera supervisé jusqu'à ce qu'une enquête plus approfondie soit terminée. J'ordonne également une évaluation psychologique complète et une inspection du domicile avant que ce tribunal ne rende une décision permanente. Mon cœur a chuté, non pas de peur, mais de soulagement. La pression qui s'était accumulée depuis plus d'un an s'est envolée de ma poitrine comme si quelqu'un avait enfin ouvert une porte verrouillée de l'intérieur. Mera m'a regardé avec de grands yeux. Ça veut dire qu'on peut rentrer à la maison maintenant ? J'ai hoché la tête, essayant de ne pas pleurer devant tout le monde. Oui, mon bébé, on peut. En rassemblant nos affaires, j'ai remarqué Tran figé sur place, chuchotant avec colère à son avocat. Je me fichais de ce qu'il disait. Plus maintenant. Pour la première fois depuis des années, ces mots ne m'atteignaient pas. À l'extérieur du tribunal, le soleil de fin d'après-midi frappait nos visages alors que nous descendions les marches. Je n'avais pas réalisé que ma mère se tenait en bas jusqu'à ce que j'entende sa voix. Célia. Je me suis retourné. Elle semblait plus vieille que dans mes souvenirs, le visage crispé par la culpabilité. Elle s'est avancée lentement. Je suis venue aujourd'hui, a-t-elle dit. J'ai regardé depuis le fond. Je ne savais pas. Je ne voulais pas y croire, mais maintenant je sais. Je suis désolé de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. Je l'ai regardée, ne sachant pas trop comment répondre. Une partie de moi voulait dire qu'elle n'en avait pas le droit, mais Mera s'est avancée et l'a serrée par la taille. J'ai laissé ce geste être la réponse pour le moment. Ce soir-là, à la maison, j'ai bordé Mera dans son lit. Elle s'est recroquevillée sous sa couverture, serrant le journal contre sa poitrine comme une peluche. « Tu as été courageuse aujourd'hui, ai-je dit. » Elle m'a regardé, les yeux ensommeillés mais brillants. « Tu as été courageuse en premier. » Les lumières se sont éteintes. La maison était calme. Pour une fois, le calme semblait sécurisant. Le lendemain matin, la lumière du soleil se déversait par la fenêtre comme une promesse silencieuse. Mera dormait encore, recroquevillée sur le côté avec son journal sur la table de nuit. Je me suis assise à côté d'elle et je l'ai simplement regardée respirer. Il y avait quelque chose dans ce moment. Simple, immobile, sacré, qui donnait l'impression que tout ce que nous venions de traverser était fini, du moins pour l'instant. Plus de date d'audience sur le calendrier. Plus de réveil avec cette boule au ventre, à me demander quelle version de moi Tran allait présenter au monde. Le tribunal avait ordonné une enquête formelle sur son comportement. J'avais la garde complète pendant que cela se déroulait. Et Mera était en sécurité. C'était ce qui comptait. Quand elle s'est réveillée, elle s'est frotté les yeux et a chuchoté. « Est-ce qu'aujourd'hui est une journée normale ?» J'ai hoché la tête. « Oui, mon bébé. Aujourd'hui est une journée normale. Nous avons mangé des crêpes. Nous avons dansé dans la cuisine au son d'une vieille station de radio. Je l'ai laissé choisir un nouveau sac à dos au magasin et je lui ai dit qu'elle pouvait le décorer comme elle voulait. Elle a choisi des autocollants de dinosaures et de minuscules étoiles pailletées. Elle a dit que ça faisait « courageux ». Plus tard cette semaine-là, nous sommes allés au parc. Elle a couru sur l'herbe avec ses chaussettes dépareillées, les bras écartés comme des ailes, et a ri de quelque part au plus profond de sa poitrine. Un vrai rire, pas poli ou prudent. Je n'avais pas entendu ce son depuis longtemps. Je me suis assise sur le banc et je l'ai simplement regardée. Le soleil frappait son visage et la faisait plisser les yeux alors qu'elle souriait. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est enfin détendu. Pas juste du soulagement, pas juste de la fierté, quelque chose de plus fort. Quelque chose qui ressemblait à la paix. Ma mère a appelé cet après-midi-là. Elle n'a pas essayé de tout expliquer. Elle a juste dit « Je veux reconstruire si tu me le permets. Je veux commencer à être présente comme j'aurais dû l'être avant. » Je lui ai dit que je n'étais pas prête à oublier, mais que j'étais ouverte au pardon. Elle a dit que c'était suffisant, qu'elle attendrait. Pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. Les gens me demandent maintenant ce qu'il a fallu pour quitter Tran. Ce qui m'a finalement poussé à bout. Ils pensent que cela a dû être quelque chose de gros. Un accès de violence, un moment impardonnable unique. Mais ce n'était pas le cas.
C'était plus petit que ça. C'est le jour où j'ai regardé Mera assise dans le couloir avec ses mains sur ses oreilles et où j'ai réalisé qu'elle s'effaçait. Que la lumière derrière ses yeux faiblissait. Que si je ne partais pas, elle grandirait en pensant que le silence et la peur étaient normaux, que crier c'était aimer, que cacher ses sentiments était la seule façon de survivre. Alors, je suis partie, non pas parce que j'étais forte, mais parce que je ne supportais pas de la voir devenir quelqu'un qu'elle n'était jamais censée être. Et au final, c'est elle qui m'a donné de la force. Elle s'est tenue dans une salle d'audience et a dit la vérité que personne d'autre ne voulait dire. Elle ne l'a pas fait avec colère. Elle ne l'a pas fait pour blesser qui que ce soit. Elle l'a fait parce qu'elle croyait que dire la vérité était important. Et cette croyance a tout changé. Parfois, les gens pensent que les enfants sont trop jeunes pour comprendre ce qui se passe autour d'eux. Ils pensent que les enfants ne peuvent pas sentir la tension, la manipulation ou la douleur. Mais Mera savait. Elle en savait plus que je ne le réalisais. Et elle m'a aimé à travers tout cela malgré tout. C'est ce que je porte en moi maintenant. Je ne suis pas brisée. Je ne suis pas inapte. Je suis une mère qui a riposté. Une femme qui s'est reconstruite à partir de zéro. Et je l'ai fait avec l'aide d'une fille de 8 ans qui n'a jamais cessé de prêter attention. Nous gardons toujours son journal. Il est dans le tiroir à côté de son lit. Elle dit qu'elle veut continuer à écrire dedans, mais plus à propos de choses tristes. Maintenant, elle écrit sur les arbres, les rêves et les choses qu'elle apprend à l'école. Elle dit que c'est son livre de vérité. Chaque soir, quand je l'aborde, je lui pose la même question. Te sens-tu en sécurité? Et chaque soir, elle répond de la même façon. Avec toi, oui. C'est ce pourquoi je me suis battue. Pas pour la vengeance, pas pour la victoire, juste pour cette réponse. Et je me battrai pour cela chaque jour pour le reste de ma vie. Si cette histoire vous a touché, même juste un peu, s'il vous plaît prenez un moment pour aimer la vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et laissez un commentaire ci-dessous. Vos mots comptent plus que vous ne le pensez. Si vous ne vous êtes jamais senti entendu, vu ou si vous avez été sous-estimé, vous n'êtes pas seul. Et si vous voulez entendre plus d'histoires vraies sur la force, la survie et le fait de dire la vérité face au silence, abonnez-vous à la chaîne. Nous construisons quelque chose d'honnête ici, une histoire à la fois. Merci d'avoir regardé.